Mais on aurait souhaité, Serge Espoir Matomba, vous voir, j'allais dire, proche ou partager des débats avec Maurice Kamto, avec Cabral Libye, tel qu'on vous a vu avec Charles Blé Goudé. Écoutez, je discute avec tout ce monde, Kamto, Cabral Libye, mais si vous me demandez de quelle formation politique je suis idéologiquement plus proche, je vous dirais l'UPC. Ce qui n'est pas faux. Vous discutez avec eux sans les accompagner. Dans le combat du MRC, par exemple, aujourd'hui, et là je vais lire la question de Bastien, depuis la Russie. Je lis particulièrement cette question parce qu'il nous suit de très loin là-bas. Bonsoir à vous. S'il vous plaît, demandez à M. Matomba si son parti et lui ne se sentent pas concernés du recours posé au Conseil constitutionnel par le MRC pour la publication de la liste électorale nationale. Écoutez, c'est une exigence de la loi et nous faisons ce qu'il y a à faire pour que ces listes soient publiées. Maintenant, il faut noter que ce n'est pas parce qu'au moment où quelqu'un décide de mener son action, ça ne rentre forcément pas dans notre agenda en ce moment. Jean-Jacques mais le fond, la question est fondamentale quand même. La question, nous la traitons. Déjà, la question, nous la traitons. Oui. Nous ne faisons peut-être pas de la politique événementielle, mais la question, nous la traitons. Ce n'est pas pour rien que vous voyez qu'à chaque convocation d'une concertation avec Elekam, nous sommes conviés. Ce n'est pas pour rien. Parce que nous sommes derrière Elekam, je vous dirais, minute après minute. Nous ne lâchons rien. Alors rien du tout. On dit de Serge Espoir Matomba qu'il apparaît lorsque les urnes s'ouvrent et que les promesses électorales refleurissent. Pourtant, derrière cette perception se cache une figure politique qui transcende les cycles habituels des apparitions médiatiques. Panafricaniste jusqu'au bout des ongles, il se tient en marge des alliances et des rivalités de l'opposition, préférant tracer son propre sillon. Le loup solitaire de la politique camerounaise ne s'embarrasse pas des conventions. Pour lui, l'opposition n'est pas un parti politique, mais un idéal à défendre, un chemin vers l'émancipation totale. Le premier secrétaire du PURS aspire à un Cameroun nouveau, libéré des chaînes visibles et invisibles du néocolonialisme. Je ne sais pas trop ce que vous appelez opposition. Opposition, ce n'est pas un parti politique. D'abord, il faut dire que nous avons une ligne. Le plus important, comme je dis toujours, ce n'est pas de faire l'association des hommes. Parce que parmi ces hommes-là, il y a plusieurs qui pensent que les États-Unis, la France ou la Russie viendra mettre un président ici. Nous ne le pensons pas. Nous croyons que les Camerounais doivent élire un véritable président qui, lui, va travailler pour la véritable indépendance et le bien-être des Camerounais. Comment y parvenir? Donc, maintenant, comment y parvenir? C'est un candidat solitaire ou candidat d'une unité de l'opposition? Écoutez, en candidat solitaire, rien ne vous empêche de gagner l'élection. Mais alors, en candidat aussi d'une coalition, rien ne vous empêche aussi de gagner l'élection. Donc c'est pour dire que, rassurez-vous, nous sommes en train de travailler avec plusieurs partis politiques qui sont plus ou moins, qui ont le même regard que nous. Parce qu'il faut faire très attention. Les gens aiment dire, ah, mettez-vous ensemble, mettez-vous, mais dans le mettez ensemble, vous avez des gens qui font appel à l'étranger pour venir les aider à arriver au pouvoir. Nous ne sommes pas partisans de ce type d'alliance. Nous aimons le pays. Nous voulons voir M. Biya et sa bande de partis du pouvoir, mais ce n'est pas pour autant que nous allons inviter l'étranger de venir nous aider à faire partie de M. Biya. Nous avons les moyens de le faire. Alors, et encore, il faudrait que nous puissions réussir l'exploit. Et ça, c'est le message que j'envoie, n'est-ce pas, aux partis politiques, de nous rassembler conformément à nos idéologies. Parce que vous allez prendre des partis, il y a des partis qui sont dans l'opposition, mais qui ont la même pensée que le RDPC. Qui pensent que le Cameroun doit changer juste parce qu'il faut changer les hommes. Le Cameroun de 2025 ressemble à une arène où s'affrontent deux visions concurrentes de l'alternance
D'un côté, l'Alliance pour une transition pacifique ATP et de l'autre, l'Alliance politique pour le changement APC. Ces deux coalitions censées incarner une opposition unifiée souffrent en réalité d'un mal chronique, la dispersion des ambitions. Tandis que Maurice Kamto et ses alliés tentent de fédérer les forces au sein de l'APC, l'ATP, porté par d'autres figures de l'opposition, joue la carte du changement par la diversité. Mais ces alliances, aussi prometteuses soient-elles, peinent à masquer une vérité gênante, le morcellement des forces affaiblies, l'offensive contre un régime vieillissant. Actuellement, il y a quand même des coalitions qui sont plus ou moins organisées. Vous avez l'ATP, Alliance pour une transition pacifique, vous avez l'APC, Alliance pour le changement, qui sont les coalitions les plus citées. L'ATP parle également de refondation. Vous ne vous sentez pas proche de cette mobilisation-là? J'attends toujours de bien lire les textes, n'est-ce pas, de ces différentes coalitions que je n'ai pas encore eues, que je n'ai pas lues. Donc nous, on n'est pas dans une... Ce n'est pas un refus de... Non, 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 il faut dire que d'abord, nous ne sommes pas dans une aventure solitaire. Nous ne sommes même pas dans une aventure. Ça, il faut le dire. Et je vous l'ai dit, Jean-Jacques, nous travaillons avec plusieurs formations politiques. Au moment venu, vous les verrez. Donc nous ne disons pas que non, nous allons dans une bataille où nous nous croyons trop fort. Nous nous croyons trop fort. Écoutez, déjà, vous n'êtes pas sûr que ceux que vous appelez coalitions sont des coalitions. Ce n'est pas parce que des gens s'asseyent et décident de faire un truc avec un nom et tout, que vous allez appeler ça coalition. Qu'est-ce qu'on met dans une coalition? Ce n'est pas bien cette attitude-là qui n'amène pas l'opposition à se mettre ensemble? Écoutez, on doit se mettre ensemble par rapport à un projet commun. Vous pouvez le bâtir. Le projet commun, c'est lequel? Vous pouvez commencer par le bâtir en vous mettant ensemble. C'est ça qui manque généralement. C'est que quand vous arrivez sur une table, des gens vous disent, suivez-moi. Voici ce que je pense. Et déjà, Jean-Jacques, il faut noter qu'il n'est pas aussi difficile de comprendre la logique de fonctionnement de certains partis ou alors de certains acteurs politiques. Il n'est pas difficile. Il ne faut pas croire qu'on doit faire de la magie. Vous les suivez au quotidien, vous les écoutez, vous lisez leurs publications et vous savez que là, c'est leur ligne. Les coalitions politiques au Cameroun sont souvent perçues comme des remèdes miracles pour vaincre l'hégémonie du pouvoir en place. Pourtant, derrière les apparences d'unité, elles révèlent des failles profondes. Ces alliances nées dans l'urgence des échéances électorales souffrent d'un manque de cohésion idéologique. Chacun des acteurs conserve ses ambitions personnelles, transformant ces regroupements en arène de rivalité. L'union de façade cache une division de fond. Dans un contexte où l'opposition devrait incarner une alternative crédible, les coalitions deviennent souvent des champs de bataille internes, affaiblissant la confiance du peuple. Les leçons de l'histoire panafricaine montrent que l'unité ne se décrète pas, elle se construit autour d'une vision partagée et d'un projet commun. Les grandes figures de la lutte anticoloniale ont compris cela, préférant souvent marcher seuls pour rallier le peuple à leurs idées. Pour que l'opposition cesse d'être prisonnière de ces alliances fragiles, elle doit se recentrer sur des idéaux forts et mobilisateurs, capables de transcender les intérêts partisans. L'unité véritable ne naît pas des coalitions, mais d'une foi collective en un avenir commun. On écoute Serge Espoir Matomba. L'aspect de la coalition qui paraît être la grosse faiblesse de l'opposition. Jean-Jacques Zé, si vous entretenez aussi ce discours de coalition permanent, les Camerounais vont s'éloigner de ce qu'il faut pour le Cameroun. D'accord. Vous savez, parce qu'il ne faut pas rester sur des questions périphériques en ce qui concerne le Cameroun. Le problème du Cameroun, comme je l'ai dit, il est tellement grave que même ceux qu'on appelle à former une coalition, pour la plupart, ce sont comment je vais dire, ce sont des hommes qui viennent du parti au pouvoir. C'est-à-dire, vous avez des gens qui sont partis de fabrications de l'UNC, du RDPC et puis de d'autres formations politiques avant d'atterrir dans plusieurs formations politiques. Mais le problème n'est pas trop qu'ils viennent des formations politiques. Ce n'est pas là le problème. Parce qu'ils peuvent même venir de là et être des nationalistes engagés.
Le problème, c'est qu'est-ce que nous voulons faire du Cameroun? Parce qu'on peut remplacer M. Biya par quelqu'un qui lui fera pire, qui a déjà bradé le Cameroun, qui a déjà signé des contrats avec je ne sais qui, pour je ne sais quoi, et que la situation puisse plutôt aller de mal en pire. Même si d'autres pensent qu'on ne pourra pas voir pire que ce qu'on voit aujourd'hui. Mais je ne crois pas qu'il faille absolument parler des problèmes du Cameroun et voir, n'est-ce pas, l'alternance au pouvoir en termes uniquement de coalition. Qu'est-ce que nous voulons faire du pays? Le voulons-nous pour les Camerounais? Si nous le voulons pour les Camerounais, alors j'invite tous les Camerounais à commencer à se poser des véritables questions. Pourquoi est-ce que nous avons continuellement des problèmes d'eau? Vous allez vous rendre compte que c'est là encore un problème de souveraineté. Pourquoi nous avons des problèmes d'énergie? Vous allez vous rendre compte que c'est encore un problème de souveraineté. Pourquoi nous avons des problèmes même du bien-être au Cameroun? Vous allez vous rendre compte. Bon, maintenant, combien de partis politiques ou de candidats ont compris où se trouve le problème du Cameroun? Est-ce que les gens ne veulent juste pas arriver au fauteuil présidentiel, bon, pour certains comme première fonction dans la vie, ou alors, et puis découvrir quoi faire? Parce que là, c'est plus dangereux. Arriver au pouvoir et commencer à se dire, ben, vous savez, après un an, il fallait que je prenne d'abord la maîtrise, que je commence à comprendre comment ça se passe et autres. C'est des expériences que je vis parce que je suis un élu. Oui. Et j'ai plusieurs fois entendu certains élus dire, bon, vous savez, à la 3e année de mandat, quelqu'un dit, vous savez, on venait d'arriver, donc il fallait qu'on comprenne d'abord les mécanismes. Non. Quand on va, on sait exactement ce qu'on a à faire dès le premier jour. C'est pour cette raison que je le dis, si je suis investi le 12 avril par mon parti, j'aimerais être jugé sur mes 100 premiers jours, à arriver au palais. Les 100 premiers jours, parce que ces 100 premiers jours seront déterminants pour la suite. Parce que tout a déjà été pensé. L'histoire des luttes pour l'indépendance en Afrique enseigne que les véritables révolutions ne sont pas toujours construites sur des alliances artificielles. De Patrice Lumumba à Thomas Sankara, les figures emblématiques du panafricanisme ont souvent œuvré seules avant de rallier des peuples entiers autour de leur vision. Au Cameroun, les coalitions actuelles semblent souffrir de mal profond. La précipitation dans leur quête de pouvoir, elle oublie que la transition ne se fait pas dans les urnes, mais dans les esprits. Pour qu'un véritable changement advienne, il faut d'abord libérer le peuple de ses chaînes mentales et lui redonner foi en ses propres capacité. Un leader qui incarne une vision forte, une alternative crédible et une rupture avec les dogmes du passé peut rassembler bien au-delà des partis politiques. Le chemin de la transition ne passe pas par des accords de couloir, mais par une révolution des consciences. Serge Espoir Matomba. Je n'ai pas dit que je suis contre la coalition. Oui. Il faut qu'on se comprenne, Jean-Jacques. On n'a pas dit que vous êtes contre. C'est parce que ça pose beaucoup de questions. Je dis, il faudrait que les Camerounais commencent à se poser des véritables questions et ne se renferment pas autour des mots coalition pour croire que seule la coalition est le chemin pour arriver au changement. D'accord. On a vu des pays où il y a eu 20 candidats. Et dans les 20 candidats, il y avait peut-être 5 coalitions. Et un candidat est sorti, il a battu toutes les coalitions, y compris le parti au pouvoir. On a vu des pays où il y a eu 15 candidats. Un a gagné tous les autres candidats, y compris le parti au pouvoir. Donc c'est pour dire que le discours selon lequel non, coalition absolue, absolument, et puis pour dire aux Camerounais, non, s'ils ne font pas la coalition, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas, non, ça n'existe pas. Il suffit que les Camerounais commencent à croire que c'est possible, mise sur un projet, mise sur un candidat, et vous verrez les résultats. Le pouvoir basculera obligatoirement. Alors, est-ce que Serge Espoir Matomba est de ceux-là qui ont dit merci à certains évêques qui ont pris la parole et parfois certaines positions dernièrement contre, entre guillemets, le régime en place?
C'est un coup de main pour vous, non? Non, je pense que les évêques, comme tout Camerounais, ont la liberté de s'exprimer sur des questions, n'est-ce pas, des questions d'ordre national. Vous savez, Jean-Jacques, tout le monde n'a pas l'opportunité de s'exprimer. Nous qui sommes sur le terrain, nous écoutons les Camerounais beaucoup. Nous échangeons avec eux. Et je peux vous garantir que si vous tendez votre micro à la plupart des Camerounais, vous croirez que le pays est en ébullition. Je peux vous le garantir. Donc, il arrive à un moment où ces évêques même ont la pression de leurs fidèles. Les pasteurs ont la pression de leurs fidèles. Les imams ont la pression de leurs fidèles. Mais vous pensez qu'un fidèle continuera à croire ou à écouter votre messe s'il se rend compte que vous n'êtes pas préoccupé par ses problèmes? Le règne de Paul Biya, long de 42 ans, est une anomalie politique qui reflète l'histoire troublée du continent africain. Ces décennies de pouvoir ininterrompues ne sont pas seulement le fait d'un homme, mais le produit d'un système hérité du colonialisme. En accaparant les institutions et en centralisant le pouvoir à l'extrême, Paul Biya est devenu le symbole d'un Cameroun prisonnier de ses propres contradictions. Sur le plan panafricain, son règne illustre un problème récurrent des États souverains, en apparence mais incapables de se réinventer. Les enjeux qui se posent aujourd'hui au Cameroun sont les mêmes que ceux qui agitent d'autres nations africaines. Un système sclérosé, une jeunesse désabusée et une économie sous perfusion. Mais l'Afrique a toujours su se relever des épreuves. Le départ de Paul Biya ne sera pas simplement une page tournée, il devra marquer le début d'une ère nouvelle où le pouvoir appartiendra au peuple et non à une élite déconnectée. En cela, le Cameroun a l'opportunité de devenir un exemple pour tout le continent en prouvant que l'alternance pacifique est possible. On écoute Serge Espoir Matomba. Biya doit partir, ça c'est une réalité, mais ce n'est pas pour l'âge qu'il doit partir. Il a été jeune, il a été au pouvoir, il n'a pas fait grand-chose. Vous le pensez? Il n'a pas fait grand-chose. S'il est régulièrement réélu, c'est qu'il a quand même fait quelque chose qui semble satisfaire. Jean-Jacques, là vous m'amenez dans un débat que nous allons l'ouvrir et le mener. Vous savez, je l'ai toujours pensé et je le pense profondément, que M. Biya n'a qu'été, ou alors le président Biya n'a qu'été, n'est-ce pas, un exécutant. Qu'est-ce qu'il exécute? Les ordres de qui? Vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, le Cameroun n'a véritablement pas été indépendant. Souvenez-vous, nous avons les pères de la libération du Cameroun, ceux-là qui se battaient pour l'indépendance du Cameroun dans les années 50. Lorsqu'on a décrété l'indépendance du Cameroun, ce ne sont pas ceux qui se battaient pour le Cameroun, pour l'indépendance du Cameroun, qui ont hérité du Cameroun. Donc ce ne sont pas ceux-là qui sont venus avec les idées d'indépendance, des idées de la construction du Cameroun par les Camerounais qui ont hérité du Cameroun. On a eu un premier président qui était le président Amadou Ahidjo, qui a trouvé plus ou moins une feuille de route. Il fallait la suivre. Après, on a eu un second président, qui est le président Paul Biya, qui a trouvé une feuille de route, il fallait la suivre. Pour argumenter sur ce que je suis en train de vous dire, on revient donc sur la loi fondamentale, la Constitution. Remarquez une chose, Jean-Jacques, c'est que notre Constitution et celle de plusieurs pays francophones sont pratiquement les mêmes. Ça veut dire que cette Constitution n'a pas été écrite par les Camerounais, même si on a fait signer cela par les Camerounais. Mieux, les structures telles que pensées, les institutions telles que pensées et mises en place au Cameroun n'ont qu'aidé à servir, je ne dirais pas l'oppresseur, mais le colon. Donc, ceux qui se sont battus pour les indépendances, dont on a eu peur de donner ou alors de confier le Cameroun, et on a confié à ceux-là qui étaient plus ou moins je ne dirais pas des bénis oui-oui, mais qui étaient des agents. Et ils exécutaient. Qui étaient des agents ça ne les d'exécution pas.
écoutez, qui étaient des agents d'exécution, ce sont eux qui ont hérité le pays. Donc ils ont continué à manager, à gérer le pays tel qu'il a été pensé par le colon. 42 ans d'un modèle économique tourné vers l'extérieur ont laissé le Cameroun à la merci des grandes puissances. La dépendance aux matières premières, pétrole, bois, cacao, a maintenu le pays dans un état de vulnérabilité, tandis que les bénéfices de ces richesses ont souvent profité à une minorité. Cette situation n'est pas isolée, elle reflète la trajectoire de nombreux pays africains piégés dans une logique néo-coloniale. Pourtant, les solutions existent. L'Afrique regorge des ressources naturelles et humaines qui ne demandent qu'à être mobilisées. Le Cameroun, par sa position stratégique et sa diversité, pourrait devenir un modèle de résilience économique. La clé réside dans la valorisation des industries locales, la transformation des matières premières sur place et l'intégration régionale. Imaginez un Cameroun où les produits agricoles seraient transformés dans des usines camerounaises, créant ainsi des emplois pour les jeunes, ou encore un pays leader dans les énergies renouvelables en Afrique centrale. L'économie du futur ne sera pas seulement camerounaise, elle sera panafricaine. En s'unifiant pour bâtir des chaînes de valeurs communes, les nations africaines peuvent se libérer de leur dépendance et redonner à leur peuple la maîtrise de leur destin économique. Le Cameroun, avec ses 42 ans d'expérience, a su monter, a désormais tout pour montrer la voie. Si le Cameroun avait été pensé par les Camerounais, oui, il y a des choses minimales qu'on aurait fait. On aurait pensé que au bout de 20 ans, de 30 ans, on aura 30 millions de Camerounais, 50 millions de Camerounais. Comment on nourrit ces Camerounais? Comment on les entretient? Comment est-ce que ces Camerounais peuvent vivre dans les meilleures conditions? Ça, c'est dingue. Et là, on devait se dire, voilà, puisque nous avons 1 800 000 hectares de terrain cultivable, si ce n'est pas l'agriculture, voilà ce que nous devons faire pour ne plus nous retrouver dans, n'est-ce pas, le scénario d'importation tout azimut, oui, qui nous oblige de prendre, n'est-ce pas, des caisses de l'État pour, n'est-ce pas, importer à des milliards. Et pourtant, nous avons des terres qui nous permettent de nourrir les populations. Alors, vous dites... Secondo, on devait penser que dans notre système éducatif, et rappelez-vous toujours, Jean Jarzé, en 2018, j'insistais sur le fait de la refondation du système éducatif. On devait penser que dans notre système éducatif, on devait former des Camerounais, pas pour forcément la fonction publique, mais pour qu'ils deviennent des entrepreneurs dans une société qui se construit dans différents domaines. Vous avez le fer au Cameroun, mais vous importez le fer. Ok, d'accord, ceux qui sont, il y a déjà 1 ou 2 industries de transformation de fer qui n'appartiennent pas aux Camerounais, qui appartiennent aux étrangers. Et pourtant, vous avez la possibilité d'avoir des ingénieurs qui sortent de nos écoles, qui pouvaient se lancer dans le domaine. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Comment on l'a pensé? Mais nous n'avons, puisque le Cameroun n'a pas été pensé par nous, il a été pensé pour que nous devenions des serviteurs et des servants. Je veux qu'on reste sur cette idée, Serge Espoir Matomba. Vous dites le président Biya doit partir, pas à cause de l'âge, pas parce qu'il a échoué. Et s'il a échoué, ce n'est pas de son fait, c'est parce que non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas parce que nos États n'ont pas été pensés par nous. Attention, attention. Oui, je ne dédouane pas le président Paul Biya, mais j'ai dit il est temps qu'il parte. Pourquoi? Parce que nous avons besoin d'avoir définitivement un pays indépendant qui est pensé pour les Camerounais et par les Camerounais. En 1960, le Cameroun célébrait son indépendance. Mais que signifie réellement être indépendant? Dans une Afrique où les frontières ont été tracées à l'encre des colonisateurs, l'indépendance n'a souvent été qu'une illusion. Les États africains libérés des chaînes politiques sont restés enchaînés à des systèmes économiques et diplomatiques conçus pour servir les anciennes puissances. Le Cameroun, riche des ressources naturelles et d'un potentiel humain immense, n'a pas échappé à ce piège. L'indépendance véritable, celle que rêvaient Ruben Oumniobé et ses compagnons, ne se mesure pas aux drapeaux et aux hymnes nationaux, mais à la capacité d'un peuple à décider de son destin. Aujourd'hui, cette indépendance reste
à conquérir. Elle passe par une refonte totale des rapports économiques avec l'extérieur, un système éducatif qui valorise les savoirs locaux et une diplomatie qui place l'Afrique au centre de ses priorités. Pour le Cameroun, il est temps de rompre avec les politiques dictées de l'extérieur et devenir un phare pour l'émancipation africaine. L'indépendance n'est pas un acquis, c'est une lutte permanente. On écoute une fois de plus Serge Espoir Matomba. Jean-Jacques, c'est simple. Vis-à-vis, n'est-ce pas, premièrement, des pays, si vous voulez, ou alors je vais appeler du colon et des néocolons. Parce que les néocolons... Le détachement est possible, total. Le détachement total est-il possible? Écoutez, c'est une volonté politique. Sauf si vous estimez que vous n'êtes pas un pays. C'est une volonté politique. Est-ce qu'on a des modèles qui se sont essayés, qui ont réussi? Bien évidemment, on a plusieurs modèles de pays indépendants. Ceux qui sont aujourd'hui, ceux que vous copiez, comment ils ont fait pour devenir indépendants? Si on prend le cas de la France. Si on prend le cas de la France, si vous voulez parler de modèle. La France qui vous impose aujourd'hui, qui sont dans les mêmes réalités que le Cameroun. Écoutez, il y a des États africains aujourd'hui qui peuvent être cités en exemple. Je ne vais pas revenir peut-être sur le cas du Mali qui est très récent, ou du Burkina, ou encore du Niger. Mais si on va un peu plus loin, vous allez au Botswana. Vous allez même au Rwanda, pour prendre le cas du Rwanda. Vous me direz peut-être que non, le Rwanda n'a pas la superficie du Cameroun, ou encore... Non. Quand un État décide, n'est-ce pas, de se prendre en charge et à penser à ses citoyens, il agit comme il faut. D'accord. Et comme je le disais, nous devons aller vers ce que j'ai toujours appelé et ce que je tiens de beaucoup trop cher, cette révolution culturelle, Jean-Jacques. Donc l'un des piliers de cette indépendance, c'est une révolution culturelle. Oui, mais parce qu'aujourd'hui, votre identité, vous êtes qui, Jean-Jacques? Vous savez qui vous êtes, vous, en tant que Camerounais? Vous pouvez vous définir comment? Camerounais qui est francophone, anglophone, Camerounais comment? Vous voyez que même à cause d'un legs colonial, on se retrouve dans une bataille inutile. Qu'est-ce qu'être Camerounais? Dans un pays où plus de 250 ethnies coexistent, cette question reste complexe. Si cette diversité est une richesse, elle est aussi une source de fragmentation alimentée par des décennies de gestion politique centralisée qui ont marginalisé certaines régions et exacerbé les tensions. Pourtant, une nation ne peut se reconstruire sans une identité forte, partagée et inclusive. L'identité camerounaise doit dépasser les divisions tribales et régionales pour se fonder sur des valeurs communes. La solidarité, le respect de la diversité et l'amour du pays. Cela exige une reconnaissance réelle des spécificités culturelles, mais aussi une répartition équitable des ressources et des opportunités. Le Cameroun doit devenir un creuset où chaque citoyen se sentira représenté, peu importe son origine. Dans une vision panafricaniste, cette quête identitaire s'inscrit dans un projet plus vaste, celui de bâtir une identité africaine forte, capable de rivaliser avec les grands ensembles culturels et économiques mondiaux. L'identité camerounaise sera d'abord celle d'un peuple uni par l'ambition de se relever et de rayonner. Si nous avions suivi le chemin de ceux qui se battaient pour les indépendances en 57, vous savez qu'en 57, les Oumniobé et autres avaient même pensé adopter le Foufoudé comme langue nationale. Aujourd'hui, vous pleurez tribalisme par-ci. Quand on a nommé un ministre, dans son ministère, on ne trouve que les gens de sa région. Comment en sommes-nous arrivés là, Jean-Jacques? Le schéma, c'est quoi? Si vous êtes donc comment en sommes-nous arrivés nous là? Oui. C'est parce qu'en réalité, nous avons refusé de penser le Cameroun de nous-mêmes. Nous avons accepté qu'il soit pensé par d'autres, sans nous rendre compte que le fait qu'il soit pensé par d'autres et que nous soyons là, servait les intérêts des autres. Donc il faut définir une identité camerounaise et qui est très importante. Il faut adopter une langue nationale camerounaise. Qui ne soit pas le français ou l'anglais. Écoutez, c'est des langues d'aliénation. Une langue est par essence, n'est-ce pas, un instrument de contrôle. Ça va être une équation difficile. Hein? Pourquoi? Avec les 250 langues au moins qu'on a au Cameroun,
y aurait-il pas frustration, y aurait-il pas complication? Savez-vous comment le français a été choisi en France? Pensez-vous que c'était la meilleure langue, la première langue française? Non. C'était la plus petite langue parlée en France. Vous voyez, ils vous ont tellement encadré dans leurs écoles que vous pensez comme eux. C'est là notre problème. C'est qu'aujourd'hui, on réfléchit comme ils ont voulu. Nous sommes le produit de ce qu'ils ont voulu que nous soyons. C'est pour cette raison que même sur notre... C'est la complexité du Cameroun qui amène peut-être à ce qu'on s'interroge sur le comment faire pour avoir une langue non, c'est pas le comment. On n'a jamais posé ce sujet sur la table véritablement. Si on l'avait posé et qu'on avait voulu, qu'il y avait une vision politique derrière, on aurait une langue. D'accord. Vous choisir ou créer. Qui est un de ces premiers. Choisir ou créer. D'accord. Donc, et ça, c'est des éléments basiques. D'accord. Pour le développement d'un pays. L'histoire du Cameroun est marquée par le sang et le courage de ceux qui ont lutté pour la liberté. Ruben Umnobé, Félix Moumié, Ernest Ouandjé, ces noms résonnent comme des chants de révolte contre l'oppression coloniale et le néocolonialisme. Pourtant, leur héritage est aujourd'hui enseveli sous le poids de l'oubli et de l'ingratitude d'un système politique qui a tourné le dos à leurs idéaux. Ces figures héroïques n'ont pas seulement rêvé d'un Cameroun libre, elles ont aussi imaginé un pays équitable où chaque citoyen aurait une place et une voix. Leur combat n'était pas seulement pour l'indépendance politique, mais pour une indépendance totale, économique et culturelle. Cet héritage impose une responsabilité aux générations actuelles, celle de poursuivre leur œuvre. Pour le Cameroun d'aujourd'hui, se réclamer de ces nationalistes ne doit pas être un simple exercice de mémoire, mais un engagement à construire un État véritablement souverain. L'Afrique entière observe. Le Cameroun doit honorer ses héros en devenant le pays qu'ils avaient rêvé. N'oubliez pas, Jean-Jacques Zé, que lorsque les Maniben, Félix Moumié, Ernest Ouandjé, Ruben Umnobé et bien d'autres menaient ces combats, c'était pour les Camerounais, ce n'était pas pour eux. Mais on a cru qu'en les tuant, on tuait, n'est-ce pas, le combat. Et c'est pour cette raison qu'on a pris des gens qui n'ont pas mené le combat de l'indépendance pour confier le Cameroun. Les conséquences sont là. Jean-Jacques, lorsque les Camerounais pleurent, on veut résoudre les problèmes comme si c'était des problèmes aussi légers. Les problèmes sont tellement profonds. Et il faudrait qu'on entre en profondeur pour les résoudre. Il faut donc détacher ce pays. Il faut que ce pays devienne un véritable pays indépendant. C'est pour ça que je vais vous dire, Jean-Jacques, je ne serai pas le troisième président d'une troisième république. Je ne serai pas le deuxième président d'une troisième république ou d'une deuxième république, mais je serai le premier président d'un premier État indépendant. Si les urnes lui sourient, Serge Espoir Matomba promet de marquer une rupture historique. Il se voit comme le premier président d'un premier État véritablement indépendant où le pouvoir ne sera plus dicté par des influences extérieures mais par la volonté du peuple. Ce rêve qui peut sembler utopique est pour lui une nécessité, celle de redonner au Cameroun sa dignité et son rôle de phare en Afrique. Devenir le premier président d'un premier État véritablement indépendant, c'est refuser les compromis, rassembler les cendres des luttes passées et rallumer la flamme d'une souveraineté totale. Le chemin sera long, semé d'embûches, mais il en appelle à la conscience collective. Si le Cameroun rêve encore d'un avenir, c'est peut-être parce qu'un loup solitaire a osé croire qu'il était possible.